aujourd'hui pour un nouvel update lecture où je vais avoir 3 livres et une bande dessinée à vous présenter. Alors on commence sans plus tarder avec le premier tome qui va être Les Gardiens de Lumière, le tome 2 par Deborah J. Marazzu et paru aux éditions Kitsunegare. Alors ici, s'agissant d'un tome 2, je ne vais évidemment pas vous parler de l'histoire au risque de vous spoiler et je vais donc plutôt vous conter le pitch du premier tome. En fait, nous allons rencontrer Alana, dit Lana, qui a 16 ans et qui vit avec son oncle depuis la mort de ses parents. Elle avait une vie plutôt normale jusqu'au jour où d'étranges événements vont arriver et que Lana va apprendre que ses parents n'ont pas eu un accident de voiture et qu'elle n'est peut-être pas tout à fait humaine. Vont s'ouvrir alors pour Anna les portes d'un monde aussi fascinant qu'étrange où elle va y rencontrer des créatures qu'elle pensait tout droit sorties des mythes telles des Léviathans, des hydres ou autres, ainsi que d'autres créatures qu'elle ne connaissait pas telles les Luxos. Et elle va donc devoir apprendre à vivre avec cela et surtout apprendre à embrasser sa nature, mieux connaître ses dons. Et pour cela, eh bien, il va falloir qu'elle aille à l'institut. Je ne vous en dis pas plus. Et pour couronner le tout, il y aura vraiment pléthore d'éléments dans ce livre qui vont venir bouleverser la vie de Lana. Alors je ne peux trop vous en dire sur le résumé de peur de vous spoiler cette histoire. L'auteur a une très belle imagination et nous offre des personnes aux dons sortis tout droit de son esprit. Ici nous sommes clairement dans un young adulte qui se lit très bien, le roman est très court et la plume est très fluide, ce qui fait que les pages vraiment se tournent très facilement et nous avons fini de lire ce roman avant même de nous en rendre compte. Les personnages quant à eux, même s'ils répondent au code du genre young adulte, n'en restent pas moins attachants, par exemple comme Lana ou encore Eden qui sera son protecteur, personnage très intéressant mais que je préfère vous laisser découvrir au fil de votre lecture. Concernant ce deuxième tome, je ne serai pas sans noter quelques petites longueurs en début du roman, où en fait nous allons suivre la vie de Lana à l'institut, et surtout j'ai envie de dire ses états d'âme vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis d'un personnage qu'elle affectionne tout particulièrement. Alors bon voilà, cela n'est pas gênant, mais j'avoue que ça a duré quasiment 100 pages et que j'avais vraiment hâte que l'action démarre enfin et que nous puissions rentrer de nouveau dans le même style de récit que dans le tome 1, c'est-à-dire un récit avec du rythme et des événements qui s'enchaînent, des événements d'ailleurs auxquels on ne s'attend pas forcément, et je puis vous dire que la fin de ce tome 2 fut une réelle surprise et que j'ai vraiment hâte de voir comment l'auteur va démêler tout ça dans le tome 3 parce que je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout, au tournant qu'a pris cette histoire. Je dois noter un point quand même intéressant sur les personnages, je sais que ce sont des ados, ils ont 16 ans et en tant que tels, ils réagissent quand même avec crédibilité, dans le sens où parfois, eh bien, ils vont se chouiner pour pas grand chose, bref, ils ont quand même des réactions qui sont assez crédibles, ils sont matures, ils sont pas énervants, mais ils ne sont pas trop matures pour leur âge. Pour autant, on note une évolution de ces personnages au fil du roman, notamment une évolution de Lana qui, elle, tombe des nues dans le premier en apprenant tout ce qui, eh bien, tout l'univers qui gravite autour d'elle, tout simplement. Et Lana, je dirais que dans le premier tome, elle est quand même un petit peu tête à claque, dans le sens où elle a tendance à se fourrer dans les ennuis sans vraiment prendre mesure des conséquences. Alors dans ce deuxième tome, je vous rassure, elle a toujours l'art de se fourrer dans les ennuis, la différence étant que pour le coup, elle en a parfaitement conscience, simplement elle ne veut pas reculer, puisque en fait, elle le fait afin de sauver ses proches, et elle a totalement conscience de chercher les ennuis, mais pour autant, elle préfère aller chercher les ennuis que de laisser ses proches en fait sans protection, sans être là pour eux, si je puis dire ainsi. Ensuite, le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de la conclusion d'une trilogie avec le troisième tome de Funèbre, Fin de contrat par Rachel Caine et paru aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Alors je vous avais déjà fait part de mon impression lors de la chronique écrite et vidéo du deuxième tome, mais voilà, mon impression se confirme à la lecture de ce troisième tome et de cette conclusion. C'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée, qui est très originale, qui se laisse lire vraiment super facilement et qui est, eh bien, tout simplement captivante. Donc, pour vous rappeler un petit peu comme je vous le disais lors de la chronique du deuxième tome, nous sommes dans un univers qui reprend un petit peu les codes et l'atmosphère de l'urban fantasy, avec une héroïne qui est assez typique de la beat lit, mais pour autant, les événements surnaturels ne sont pas réellement surnaturels, puisqu'ils sont plutôt, on va dire, la
conséquence de malversation de la science. Encore une fois, je ne souhaite pas trop vous en dire, ce serait vraiment dommage, mais cela donne une ambiance très particulière au récit et lui amène sa petite touche de bizarre, d'étrange. Et ce fut vraiment un réel bonheur que de lire ces 3 tomes. Rachel Caine, c'est une auteure que je lisais déjà lorsque je lisais la série Vampire City, que je n'ai toujours pas terminée, qui là est une série young adulte, mais pareil, c'est une plume super fluide, ce sont des livres qui se lisent très très facilement et qui sont toujours intéressants. Eh bien c'est pareil avec Funèbre, sauf qu'ici l'auteur s'adresse à un public qui est beaucoup plus adulte forcément, puisque nous sommes dans de l'urban fantasy, mais elle a réussi à y mettre les mêmes ingrédients qui font vraiment les réussites de ses romans. Donc comme je vous le disais, nous avons dans ces 3 tomes une intrigue qui tient vraiment la route, la conclusion ici est vraiment géniale, à un moment l'auteur fait prendre à son récit un tournant auquel je ne m'attendais pas du tout et j'ai eu vraiment très peur et en fait, sur la fin, elle a refait un twist auquel je ne m'attendais pas et elle aura vraiment su me surprendre jusqu'à la dernière page pour mon plus grand plaisir et pour ma plus grande surprise et ça a été vraiment une superbe expérience de lecture. En plus de cette action et de cette intrigue en fait bien ficelée et cette action omniprésente, les personnages sont tous attachants tout autant qu'ils sont. Déjà, Brynn est un personnage très attachante, elle va vraiment fourrer les pieds dans le plat comme on dit et elle va se retrouver embrigadée dans des ennuis à n'en plus finir. Alors dans le premier tome, Brynn apparaît légèrement comme étant demoiselle en détresse, elle attend un tout petit peu trop que ses amis viennent la sauver. J'ai trouvé que pour une ancienne militaire, voilà, c'était un peu limite, mais elle s'est largement rattrapée dans le tome 2 et elle se rattrape là aussi très largement dans ce tome 3, parce qu'il faut le dire, Rachel Caine n'a vraiment pas peur de maltraiter ses personnages et mon dieu, Brynn s'en prend plein la tête. À côté de Brynn, vous allez retrouver d'autres personnages, notamment le personnage complètement paranoïaque de Manny qui amène une certaine touche d'excentricité en fait dans ce roman et qui est bienvenu, qui est assez drôle en fin de compte dans le fond, même s'il est extrêmement dangereux, c'est un personnage qu'on ne peut s'empêcher de trouver drôle. Ensuite, Brynn a toujours ses 2 amis, Patrick et Joe Fideli, et donc Patrick, la relation avec ce dernier évolue au fil des tomes, on s'y attend dès le premier tome, en fait je ne spoil rien du tout. Ce que j'ai aimé c'est que en fait l'auteur ne s'embarrasse pas avec des mièvreries, une romance qui traîne en longueur, tout est clair, tout est net, tout est relativement simple parce qu'on peut pas dire que leur situation soit simple, mais je dirais que c'est très bien traité et moi qui ai du mal à supporter les romans, je l'ai vraiment très bien avalé parce que en fait on a plus affaire à la vie, aux mésaventures d'un couple plutôt qu'à une romance en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on ne passe pas des pages et des pages et des pages à se poser des questions existentielles et ça je trouve ça plutôt chouette. En conclusion, je dirais que ce 3e tome a été réellement excellent. C'est une saga qui va vraiment crescendo, c'est une trilogie qui a été excellente et je la conseille vraiment à tous ceux qui ont envie de découvrir un récit original avec une atmosphère urban fantasy très marquée, qui bouge tout le temps, des personnages super sympas. Bref, voilà, c'est un livre que je conseille, une saga que je conseille sincèrement. Enfin, je vais vous parler d'un livre qui va, pour une fois, être le premier tome d'une série. Je pense qu'il s'agira d'une trilogie, mais il faudrait que je revérifie. Il s'agit d'Octavie d'Urville, le tome 1, qui est écrit par Esther Brassac et paru aux éditions du Chat Noir. Alors c'est une sortie que j'avais notée dans les sorties livresques qui me tentent pour le mois d'avril. J'avais précédemment lu un livre d'Esther Brassac en lisant La Nuit des cœurs froids et j'avais vraiment été enchantée par cette plume poétique et drôle à la fois, par l'imagination totalement frappadingue de l'auteur et cette façon qu'elle a de nous créer un monde un brin loufoque certes, mais doté tout de même d'une intrigue qui tient la route. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ici j'ai retrouvé tout à fait les ingrédients que j'avais appréciés dans La Nuit des cœurs froids. En effet, la plume est toujours aussi belle, le monde est toujours aussi loufoque et vous avez toujours une intrigue qui tient la route, quelque chose qui se passe, nous ne sommes absolument pas dans le vide, le tout matiné d'un humour mais vraiment tordant, c'est très drôle à lire. Alors c'est bien de vous dire que j'en suis ravie, mais peut-être avez-vous envie de savoir de quoi ça parle. Eh bien tout simplement ici nous allons rencontrer le personnage d'Octavie d'Urville qui est une fée fantôme.
Alors, fantôme ici ne veut pas dire en fait que c'est une fée qui est morte. Fantôme a une autre signification, mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir en fait exactement la nature profonde d'Octavie. Vous l'apprendrez au cours de lecture, vous comprendrez qui elle est. Sachez seulement qu'Octavie est un personnage totalement succulent. C'est donc une fée, mais qui est toute maigrichonne, toute frêle, et qui donc est totalement complexée par son absence de forme, et qui passe son temps à vouloir grossir et à trouver des vêtements dans lesquels elle va se trouver bien, et en fait elle ne se trouve jamais bien puisqu'elle se trouve un petit peu planche à pain. Déjà rien que ça, en fait la façon dont c'est écrit, c'est très drôle, parce que c'est écrit avec beaucoup de sensibilité, et on ne peut que s'attacher à son personnage dès les premières pages, alors même qu'elle est juste en train de vous parler de ces petits complexes de la vie quotidienne et que vous ne savez même pas qui elle est vraiment et ce qui va lui arriver. Je trouve donc que c'est un tour de force avec si peu d'éléments d'arriver à vous faire plonger en amour pour un personnage comme Esther Brassac a réussi à le faire. Mais comme je vous l'ai dit, Esther Brassac ne fait pas dans le vide et donc elle va vous créer toute une intrigue derrière. En fait, Octavie, eh bien, elle travaille dans une boutique de sorcellerie, en fait, je ne sais plus exactement comment cette boutique s'appelle. Non, bah le Chaudron qui fume, voilà. Elle travaille au Chaudron qui fume et qui donc vend des articles pour faire de la sorcellerie, de la magie, etc. Et donc son patron, qui est aussi son ami, est un vampire. Alors vous lirez dans la 4e de couverture que c'est un vampire métamorphe, mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas métamorphe dans le sens dans lequel on a l'habitude de le voir. Ce n'est pas un vampire capable de se transformer en animal quel qu'il soit, sa nature est encore tout autre. Je n'avais jamais lu ça auparavant et honnêtement ça m'a fait beaucoup rire, puisque en fait je dirais que la nature particulière de ce vampire est quand même là, elle aussi, pour apporter une touche eh bien de loufoquerie, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais voilà, une petite touche de fraîcheur, une petite touche d'humour en plus dans le roman, et ça ne peut que faire sourire au fur et à mesure de la lecture, c'est génial, c'est juste très très bien trouvé. Voilà, l'auteur arrive à nous faire un roman qui est drôle et décalé sans tomber dans le ridicule et l'absurde, puisque tout est travaillé autour et justement dosé, et sincèrement c'est très 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 appréciable. Alors, pour ce qui est de l'histoire, eh bien, on va en revenir à notre vampire, puisque ce dernier va disparaître aux grandes dames d'Octavie, qui ne va pas vouloir laisser les choses ainsi et va donc décider d'enquêter pour partir à la recherche de son patron. Pour cela, elle va être aidée de sa meilleure amie, qui elle aussi est une fée fantôme, et aussi de l'amant du vampire, qui lui est un démon. Elle va croiser la route de plusieurs personnages qui vont être plus ou moins bien intentionnés envers elle, et il faudra aussi qu'elle démêle un petit peu le vrai du faux, réussir à savoir à qui elle peut faire confiance ou non, et croyez-moi, ça ne sera pas toujours facile. Bref, dans ce premier tome, eh bien Esther Brassac m'a vraiment emmenée avec ses personnages au cœur de son monde fantastique, mais de son monde loufoque et décalé, mais de son monde extrêmement bien construit. On n'a pas le temps de s'ennuyer une seconde, on finit ce roman avec des crampes aux zygomatiques et on n'a qu'une seule envie, se jeter sur la suite. Malheureusement, il va falloir patienter car elle n'est pas encore sortie. En tout cas, si je n'ai pas réussi à vous convaincre de lire ce premier tome, je ne sais pas quoi dire d'autre pour réussir à le faire. Personnellement, cette lecture m'a fait découvrir une petite pépite. Enfin, je vais vous présenter en 4e, en fin de compte, une bande dessinée qui s'appelle Le Dragon Planète et qui est écrite et illustrée par Christophe et Rodolphe Oyas. Donc, cette bande dessinée, en fait, est auto-éditée et vous pouvez la trouver, je pense, en passant sur le site des deux frangins ou par leur Facebook. Et en tout cas, ils écument aussi pas mal les salons du livre, donc si vous y allez dans les salons de l'imaginaire, vous risquez de les rencontrer. Et moi, personnellement, j'ai été d'abord très touchée par le dessin que vous avez. En fait, j'ai rencontré donc Christophe à Trolls et Légendes qui m'expliquait que lorsqu'ils faisaient leur dessin, ils ne le faisaient pas sur ordinateur, mais ils étaient encore à tout faire sur le papier. Et c'est vrai qu'il m'a fait ma dédicace, je l'ai vu peindre sous mon nez et voilà, il a un talent formidable. Et quand vous regardez les planches, vous voyez que les deux frères ont un talent formidable. Et donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils ont chacun leur personnage. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on n'arrive pas à savoir qui dessine quoi, en fait, tellement les dessins, le style se ressemble. Si vous voulez voir un petit peu quelques planches, je vous présente l'objet livre dans le book haul. Vous pourrez que apprécier le talent de ces deux frères qui sont vraiment de vrais artistes. J'ai adoré
je ne savais, à la rigueur, à la base, je ne savais même pas trop de quoi ça parlait et j'ai quand même eu envie de me pencher dessus, surtout que j'ai quand même vu que c'était Dragon Planet et qu'il y a une magnifique tête de dragon sur la couverture, donc forcément, ça n'a pu que m'attirer d'autant plus. Sans vous dire de bêtises, il y a au moins 3 tomes de sortie pour le moment, si ce n'est 4, et je crois que cette série sera terminée pour 2018 puisqu'il y a un tome encore à sortir d'ici le mois de septembre 2017 et un tome en 2018 si je ne vous dis pas de bêtises, mais peut-être que je vous en dis et que ma mémoire flanche depuis Trolls et Légendes, pourtant c'était il y a pas très longtemps mais j'ai pas vraiment de tête en fait. Donc Dragon Planet, de quoi ça parle? Eh bien nous sommes dans un univers où le dragon est une planète comme son nom l'indique et vous le voyez en fait sur la première plage, vous avez cette planète qui s'étale sur le dos et jusqu'à la tête du dragon. Seulement le dragon va être blessé, je vous laisse découvrir comment, et si les peuples qui vivent dessus n'arrivent pas à soigner le dragon, eh bien celui-ci est voué à mourir et donc évidemment tous les habitants de la planète aussi. Nous allons donc rencontrer un peuple d'une extrême sagesse qui vit sur la tête du dragon et qui vont essayer de chercher une solution afin de réussir à soigner ce dernier. S'ensuit alors des aventures où vous rencontrerez ces personnages quelque peu particuliers, vous allez même y rencontrer des anges, mais je vous laisse découvrir tout ça parce que sincèrement c'est assez sympathique. Alors il se passe beaucoup de choses annexes parce que vous allez y trouver de la trahison, de la jalousie, des liens d'amitié, vous avez quand même pas mal de choses qui parsèment ce roman. Moi j'ai beaucoup aimé et surtout ce que j'ai adoré, c'est que en fait les illustrations changent en fonction de l'ambiance du récit, ça aussi je vous l'ai montré lors du book haul, c'est-à-dire que vous avez certaines planches qui sont très lumineuses, qui sont pastels, colorées, et que vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus monochrome, bichromatique. Des fois vous avez par exemple noir et blanc avec une pointe de rouge ou des choses comme ça. Ça change vraiment en fonction de l'ambiance et de l'atmosphère et j'ai vraiment adoré ce rendu totalement différent. Si je devais trouver un petit bémol à cette lecture, mais alors c'est vraiment pour chipoter, je dirais que ce serait peut-être au niveau des dialogues. En fait, nous sommes dans un monde totalement de fantasy avec des personnages qu'on imagine avoir en fait une certaine sagesse, en tout cas ils ont une certaine classe, ça c'est sûr. Mais dans leur façon de parler, eh bien, on peut dire que leur langage reste relativement familier. Voilà, moi ça m'a marqué, je m'attendais pas à trouver un langage qui soit si familier avec des personnages qui présentent en fin de compte une telle envergure. Je m'attendais à trouver un langage qui soit peut-être plus classique de la fantasy. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai noté. Après, c'est un point de remarque, c'est pas du tout, je veux dire, ça n'a pas gâché ma lecture, ça n'enlève rien à l'histoire, ça n'enlève rien à ces dessins magnifiques et sincèrement, si vous aimez les belles illustrations, je ne peux que vous encourager à vous pencher sur cette bande dessinée de Dragon Planet. D'ailleurs, je vais essayer, si j'y pense, de vous mettre en barre d'infos le site des deux auteurs ainsi que leur Facebook. Comme ça, si vous êtes un peu curieux, vous pourrez aller voir de plus près de quoi ils retournent. Alors voilà les amis, j'en ai fini pour ce nouvel update lecture. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est super encourageant. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.